Alors, je vous présente M. Marc Durand, qui est donc sur ma gauche. Il est vice-président d'une association qui s'intitule Rencontres Tziganes, qui se préoccupe des gens du voyage depuis de nombreuses années, notamment dans notre département. Il est membre du bureau de la section aixoise de la Ligue des droits de l'homme. Il est engagé envers les gens du voyage au début des années 2000. Il prend les premiers contacts avec des Roms expulsés en 2004. Il accomplit un travail régulier auprès des Roms serbes, croates et puis roumains à partir d'octobre 2006, tout en continuant à s'occuper des questions afférentes aux gens du voyage français. Comme membre de la Ligue des droits de l'homme, spécialisé sur les questions de délinquance et les questions de justice, il s'intéresse aussi aux questions des étrangers sans papier. Marc Durand, merci d'être avec nous ce soir. Et donc tu vas nous parler plus particulièrement, parmi les migrants dont on nous a parlé à l'instant, de la question Rome. C'est un peu difficile. On m'a demandé de vous présenter ce que sont les Roms de manière à savoir de qui on parle. Et donc un peu leur histoire. Alors je vais parler de Tziganes d'abord et j'expliquerai le mot Rome après. Les Tziganes habitaient, alors il y a des tas d'hésitations, mais en gros on est à peu près d'accord sur ce que je vais vous dire. Jusqu'au Xe siècle, c'est un peuple qui se trouvait en Inde, Inde du Nord, beaucoup de musiciens, et le Shah d'Iran les a fait venir, et ils sont venus en Iran-Irak à peu près au Xe siècle, tout un gros groupe, qui s'est développé sur place. Donc quand on parle d'une ethnie, oui, mais enfin, disons qu'il y a eu des mariages, on a retrouvé un grand groupe qui a énormément grossi en Moyen-Orient. Et puis au XIVe siècle, ils se sont déplacés et sont arrivés en Crète, en Grèce, en Croatie. Et la Crète et la Grèce s'appelaient aussi la Petite Égypte. D'où le mot égyptien qu'on leur a donné, ce qui a donné les gypsies et les gitans. Et puis les Grecs les considéraient comme des magiciens et les ont donc appelés Atiganoi, qui a fait les Tziganes. Et nous garderons le mot Tzigane pour ça. Puis ils se sont de nouveau déplacés. Ils sont arrivés au XVe siècle en Allemagne, en Suisse. Ils ont commencé à occuper l'Europe. En France, Sisteron en 1419, et puis Paris en 1427, puis Espagne, Russie beaucoup plus tard, Sibérie en 1721. Donc ils ont commencé à s'étaler dans toute l'Europe, mais ils se sont séparés en divers groupes. Alors vous avez les Manouches qui sont au nord de l'Europe, les Sinti en Allemagne et en Italie, les Gitans autour de la Méditerranée. Et lorsqu'on les mélange maintenant, ces groupes se sont quittés il y a 4, 5 ou 600 ans. Je ne sais pas où nous étions nous il y a 4, 5 ou 600 ans. Mais donc ce qui explique que ces groupes sont vraiment... Il n'y a que nous qui les identifions ensemble. Eux, ils disent, mais moi je ne suis pas un gitan, je suis un manouche. Et ça n'a rien à voir pour eux. Au début, ils ont été bien reçus. Ils ont su faire. Ils ont été bien reçus. Ils se sont donnés des titres de comtes, de princes. Bon, ça se passait bien. Mais ça a inquiété les gens très vite, et très vite, on a trouvé qu'il valait mieux les mettre à l'extérieur des villes. Ils ont été un peu chassés. Et puis, de plus en plus. En plus, ils inquiétaient parce que, par rapport à d'autres déplacements, eux, ils se baladaient avec des chariots, des femmes, des enfants, ils arrivaient, on se demandait quels étaient ces gens. Et surtout, leur langue était totalement incompréhensible. Et alors là, ça inquiétait pas mal. Il n'y avait aucune racine commune. Et on les a trouvés, on les a déclarés sauvages, essentiellement pour ça. Alors cette population était assez composite, ce n'est pas du tout une composition ethnique, mais quand même il y avait la langue, ou du moins les langues, car ils assimilaient au fur et à mesure et mélangeaient avec les langues des pays où ils parlaient, où ils passaient. Actuellement, un gitan et un manouche ne se comprennent absolument pas dans leur langue. Donc c'était ça un peu leur identification. Au total, on trouve à l'heure actuelle 10 à 15 millions, c'est difficile à évaluer, en Europe, de Tziganes. Les dernières, disons, les derniers déplacements, on peut parler au moment des guerres napoléoniennes, les Yéniches qui sont arrivés. Alors les Yéniches, justement, ne sont pas du tout d'origine indienne, ils sont d'origine juive. Et leur langue est proche du yiddish. Puis, les Roumains, via la Russie à la fin du XIXe siècle, il faut savoir que les Roumains étaient esclaves jusqu'à dans les années 1860. Quand on a arrêté l'esclavage en Roumanie, ils ont été chassés, de fait. Pour comprendre ce qui se passait, les Roumains, il n'y avait pas qu'eux qui étaient esclaves. Mais les esclaves avaient des terres, et les Roms, ou Tziganes esclaves, eux, étaient ceux qui étaient plutôt régisseurs. Ils n'avaient pas de terre.
Alors quand on a libéré les esclaves, eh bien, ils n'avaient pas de terre. En plus, ils étaient un peu les gardes-chiourmes, puisqu'ils étaient les régisseurs pour le compte du patron. Donc ils n'étaient pas très bien vus, et ils sont partis. Beaucoup sont partis, pas tous. Et ils sont partis, mauvaise pioche, vers la Russie, des tsars, et ils ont vite compris que ça ne marchait pas bien. Et vers les années 1900, ils ont reflué, sont arrivés en Occident. Puis après, on a eu la vague, en 1960, des Yougos, comme on les appelait, parce que Tito a plus ou moins ouvert les frontières, et en plus il se débarrassait des tziganes, plus il était content. Donc eux arrivaient à passer les frontières. Et donc on a vu, dans notre enfance, pour ceux qui sont de mon âge, pas mal de Yougos qui se baladaient. Puis, 1990, autant vous dire, il s'est passé des choses, et on a eu l'arrivée de beaucoup plus de Yougos, surtout qu'il y a eu la guerre en Yougoslavie, ce qui explique des tas de Serbes et de Croates qui ont vu leur quartier complètement rasé, et ils ont été chassés définitivement du pays. Puis, plus tard, les Roumains et les Bulgares, en gros les années 2000, je dirais dans la région ici, moi les premiers que j'ai rencontrés, moi, comme groupe, c'était en 2004. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas arrivés un peu avant. Donc voilà un état des lieux. En France, à peu près 15 à 20 000 personnes depuis 2005. D'après la police, ça n'a pas bougé. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes. Il y a des mouvements pendulaires, certains qui partent, le reste de la famille qui vient, etc. Mais en gros, pour la France, 15 à 20 000, c'est à peu près le nombre donné. Alors maintenant, venons sur le nom. Je vais séparer. Tzigane, c'est le nom qui leur a été donné au début. Eux se sont toujours donné le nom Rome, qui veut dire l'homme. C'est simple. Hein. Et le gadjo, qui sommes nous, c'est pas l'homme, c'est l'étranger. Donc, alors maintenant, on utilise plutôt le mot Rome pour ceux qui arrivent d'Europe de l'Est, et c'est ce que j'utiliserai pour la suite dans le débat, Rome migrant, et puis Tzigane pour ceux qui étaient en France avant ou en Europe, hein, pour pas trop confondre. Ils ont subi énormément d'exclusions assez vite. Il faut savoir qu'ils étaient soldats souvent, ils n'ont pas de terre, c'est un peuple sans terre. Ils n'ont jamais été attachés à une terre, c'est ce qui inquiétait beaucoup. Et ils étaient soldats dans les armées des seigneurs, plus ou moins. Et puis ça a passé, cela. Alors à ce moment-là, il y a eu la chasse, et puis vraiment des chasses à l'homme organisées. Il était annoncé sous Louis XIV que si un tzigane arrivait dans un village, ou un groupe de tziganes, il fallait sonner le tocsin et organiser la chasse à l'homme. Et on a une archive qui dit qu'il y avait 97 tziganes sur une galère, qui avaient été on les envoyait aux galères. Et sur les 97, il n'y en avait que 3 qui avaient fait un délit. Les autres, c'était parce qu'ils étaient tziganes. Et les tziganes devaient être chassés, ils étaient bannis. Donc, cette exclusion des tziganes remonte à très loin et a continué. Je vais vous citer une phrase donnée par un député un préfet, au XXe siècle. « Je n'ai aucune dénonciation pour délit contre ces individus. Mais leur position est telle qu'ils devaient nécessairement être tentés d'en commettre si l'occasion se fut présentée. Ils ne peuvent qu'être dangereux. » Et donc, avec là, on les rechassait encore un peu. Cette discrimination qu'ils ont subie et qu'ils subissent encore, elle est reconnue d'ailleurs par toutes les autorités européennes. Il y a énormément de textes européens pour dire qu'on ne peut pas continuer à discriminer, ce qui ne veut pas dire qu'il faut accueillir n'importe comment. Je ne mélange pas les choses. Hein. Mais que cette discrimination est extrêmement forte. Je pourrais parler du harcèlement qu'ils subissent beaucoup, voir pourquoi, on en parlera peut-être. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'ils vont en justice, parce qu'on veut les expulser, n'importe qui, un SDF qui va en justice, il a ce qu'on appelle l'aide judiciaire. À Aix, on refuse l'aide judiciaire aux Roms. Hein, ils doivent payer la taxe pour aller en justice, qui est de 30 € par personne quand ils sont assignés, plus les frais d'avocat, ils n'ont pas d'aide judiciaire. C'est du petit harcèlement, enfin qui pose des problèmes. Il y a des problèmes aussi par omission. Ça veut dire que nous sommes tous, ou nous avons été membres de clubs, de sociétés, d'associations qui sont aidés par l'État sous une forme ou sous une autre. Mais lorsqu'il s'agit des Roms, on estime d'habitude que c'est quelque chose qu'on ne leur doit pas et on n'adapte pas. Par exemple, on a formé des enseignants pour apprendre à alphabétiser, à faire de l'alphabétisation, il existe. Mais aucune formation n'a été donnée pour le type d'alphabétisation nécessaire pour les Roms, qui est un autre type d'alphabétisation. C'est simplement que l'État ne s'en préoccupe pas. Et ça montre des problèmes, ça explique des problèmes récurrents, où ils ont énormément de difficultés, parce que finalement,
on estime que pour eux, y compris par omission, on ne va pas faire telle démarche ou telle démarche, que l'on fait pour d'autres catégories de population. Après, on pourra discuter de leur droit d'être ici. Enfin, je voudrais bien qu'on soit clair et qu'on sépare tout à fait les Roms des gens du voyage. C'est une erreur faite sans arrêt, y compris par nos hautes autorités politiques. Les gens du voyage sont les tziganes français qui ont un statut très particulier, dont on pourrait discuter, mais c'est un autre problème, avec ce qu'on appelle des carnets de circulation, qui ont le droit d'aller sur des terrains, quand ils existent, adaptés, qui sont interdits aux Roms, parce qu'ils ne sont pas des gens du voyage. Ça veut dire que quand les autorités, un préfet dit « mais vous n'avez qu'à les mettre sur les terrains des gens du voyage », ce n'est pas vrai, la réglementation l'interdit. Ce sont les gens du voyage sont des Français qui ont des métiers, qui sont d'habitude plutôt pauvres, pas tous, qui sont d'ordinaire commerçants, artisans. Beaucoup ne vous disent pas qu'ils sont gens du voyage, mais quand vous prenez dans la Provence, c'est les façadiers, les élagueurs, 9 sur 10 sont des gens du voyage, mais ils ne le disent pas parce que les gens ne les prendraient pas, parce qu'eux aussi sont assez discriminés. Les Roms migrants, dont nous allons parler beaucoup plus ce soir, je pense, ne sont pas des gens du voyage. Alors maintenant, ce sont des gens qui font peur parce qu'ils sont hors normes. On leur demande de s'adapter, il faudra savoir à qui et à quoi ils doivent s'adapter, mais pour s'adapter, il faut qu'ils aient des contacts. Or, ils vivent assez isolés, et on n'a pas envie qu'ils se rapprochent. À ce moment-là, ils ne peuvent pas s'adapter. Donc on a un vrai problème, et on comprend très bien que ça fasse peur. Des gens différents, qui vivent différemment, et qu'on ne comprend pas, car ils ne parlent pas français, c'est quelque chose qui fait peur. Il y a des problèmes de délinquance. Ils ont la délinquance des très pauvres. Elle est tout à fait réelle. C'est pas tous, loin de là. C'est d'ordinaire de la toute petite délinquance, sans se cacher qu'il y a des bandes organisées, comme il y a les bandits corses ou siciliens, ou la mafia ukrainienne sur la Côte d'Azur, etc. Il y a des groupes délinquants qui profitent de la présence des autres pour se mélanger et essayer de délinquer. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et ça, c'est des problèmes de police. Hein. Mais il y a plus difficile le respect des lois habituelles, parce qu'effectivement, culturellement, ils ne comprennent pas nos lois, et dans la mesure où ils sont complètement exclus, j'ai envie de dire, ils ont tendance à s'en moquer. Hein. Ils ont des visites policières sans arrêt, par exemple sur les terrains, où ils se font engueuler, sortir, etc. Alors sinon, on vient leur dire qu'il faudrait respecter telle réglementation ou telle loi, ils ont un peu tendance à l'ignorer. Ils font peur aussi parce que, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas sales du tout, ils sont très propres. Mais ils n'ont pas de notion d'hygiène, globalement, pas tous. Ça veut dire que vous rentrez dans une cabane, c'est balayé, c'est propre. Les femmes font la lessive sans arrêt alors qu'elles n'ont pas d'eau courante. Et maintenant, derrière la cabane, vous trouvez les poubelles qui sont posées si on ne se bat pas pour que les poubelles aillent ailleurs. Donc effectivement, ça pose des vrais problèmes sur les terrains, et c'est de la bagarre constante. Et il faudra y arriver. C'était un peu, si vous voulez, quand on pense dans l'histoire, les rues de Paris, il paraît, 200 ou 300 ans, où on vidait les pots de chambre par la fenêtre, et encore, moi j'ai reçu des poubelles, du moins j'en ai vu tomber devant moi, dans certaines rues de Marseille, il y a encore 30 ou 40 ans. Voilà. Et il faudra qu'ils arrivent aussi à avancer là-dessus, mais ça explique que ça fasse peur. Donc il y a des vrais problèmes qu'il faut savoir comment régler. Maintenant, reste la question, qu'est-ce qu'ils font ici? On en parlera. Pourquoi y sont-ils? Ils cherchent essentiellement à gagner un peu d'argent parce qu'ils gagnent 3 fois plus ici, même en étant infiniment pauvres qu'en Roumanie, et ils voudraient faire vivre la famille de Roumanie. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ici? Il y a le problème de l'accès au travail, les problèmes de scolarisation, les problèmes de logement, évidemment. Nous ne pourrions pas accepter pour qui que ce soit le logement comme ils ont, à discuter de savoir ce qui pourrait être fait. On y reviendra, je pense, dans le débat. Les problèmes de santé. Ils n'ont pas de maladie endémique, comme ça a été écrit dans certains papiers qui sont passés au tribunal pour les expulser. Mais par contre, effectivement, ils ont des problèmes. C'est des gens en mauvaise santé. Et il y a des vrais problèmes pour essayer de les accompagner. Je vais arrêter. Donc voilà le genre de problèmes qui vont se présenter, dont il faudra qu'on débatte. Hein, avec eux, sans mélanger avec les tziganes français, ça n'a rien à voir, hein, et en comprenant un peu d'où ils viennent, ce qu'ils sont, le nombre qu'ils sont, donc 15 à 20 000 en France, à peu près 2 000 dans les Bouches-du-Rhône, hein, et puis peut-être trouver des solutions, on en parlera après.